est 18 heures, nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes CSS Télévision, les reflets de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellencia. Vous êtes en train de nous suivre dans les cadres de votre émission Rendez-vous du soir. Ici, nous traitons l'actualité avec les hommes faits, les têtes bien faites de notre pays pour donner une orientation à ceux qui gouvernent pour trouver le bonheur, la paix et ce que le peuple cherche. Alors, sur ce plateau, vous l'avez réclamé, demandé. Il est ici encore une fois de plus avec nous. Lui, il s'appelle M. Norbert Yamba Yamba. Il est au cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Il est aussi panafricaniste. Il voit l'Afrique en grand. Il est ici avec nous. M. Norbert Yamba Yamba, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation, Delphin. Merci pour s'être souvenu de moi. Ça fait effectivement un bail. J'étais concentré à faire d'autres choses, mais les temps sont tellement durs que ça nécessite naturellement des réflexions agissantes, des hommes et des femmes qui croient véritablement à l'avenir du Congo et de l'Afrique. Raison pour laquelle j'ai estimé quand même que c'était nécessaire que je vienne et qu'on en parle. Alors, M. Norbert, même parce que vous êtes panafricaniste, c'est vrai, avec vous, on va décrypter les grandes lignes d'actualité. Il y a l'embargo levé par la communauté internationale parce que la RDC ne pouvait pas acheter des armes parce qu'on était sous la sanction. On va placer un mot par rapport à cela. Est-ce une diplomatie gagnante ou agissante du régime Tshisekedi ou c'est le peuple congolais qui a levé la voix et puis on a imposé à cette communauté internationale de lever cette mesure. On va en parler. Il y a aussi les élections en République démocratique du Congo, sujet des contestations, sujet de discussion avec la classe politique ici. Il y a certaines qui pensent l'équipe Kadima pose des problèmes. Il faut refaire cette équipe pour qu'on ait les élections apaisées, éviter autant de dégâts et autant de morts. Et aussi, il y a également un autre sujet important, la bonne gouvernance avec le régime Tshisekedi Petonou, confirmé que le régime Tshisekedi a bougé les lignes. On va en parler avec vous. L'apport de la communauté internationale dans le développement de l'Afrique. Est-ce l'Afrique doit se laisser sous le barbe de la communauté internationale ou l'Afrique peut aussi s'imposer parce que nous avons presque tout. C'est avec vous toutes ces questions, très questions. Mais d'abord, la première question de curiosité, M. Norbert Yamba Yamba, est-ce l'Afrique a une spiritualité propre à elle? L'Afrique, c'est un espace géographique. L'Afrique, c'est un peuple. Et chaque peuple a sa culture. Chaque peuple représente l'esprit de Dieu incarné dans un corps humain. Chaque peuple est le dépositaire de l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est ça la spiritualité. Cette spiritualité qui guide un peuple parce qu'ils sont à l'image de Dieu, ils incarnent l'esprit de Dieu et c'est grâce à cet esprit qu'ils peuvent développer leur entité. Donc, l'Afrique connaît et a connu des millénaires la spiritualité. C'est ce qui a fait qu'on soit en mesure de dire, voilà, allez en forêt, vous voulez construire une maison, voilà, telle feuille à l'arbre, pas telle autre qui puisse justement aider à construire la toiture. On va vous dire, écoutez, telle feuille peut guérir la malaria. Ben, tous ces gens n'ont jamais fait la médecine. Où est-ce qu'ils ont su ça? C'est ça. Donc la spiritualité a existé. Qui nous a dit que prenez le noix de palme et vous pouvez en faire l'huile de palme, etc. Ou avec l'huile de palme, vous pouvez en faire du savon. C'est ça la spiritualité, l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain, qui donne la lucidité, qui donne l'éclairage, qui joue le rôle d'une torche pour éclairer l'avenir. Mais malheureusement, cette spiritualité a été combattue par la religion qui a été importée de l'extérieur. Et cette religion a considéré notre spiritualité comme étant la sorcellerie. Et c'est comme ça que beaucoup d'églises dites importées aujourd'hui parlent
de la coutume comme étant de la sorcellerie, etc. Et c'est cette confusion qui nous a arraché notre génie propre, qui nous a arraché notre spiritualité authentique, où nous devenons finalement ce que les autres voudraient que nous soyons, et nous sommes plus ce que nous sommes, parce qu'effectivement les autres sont organisés pour que nous ne soyons pas ce que nous devrions être. Et ils ont usé de la religion, ils ont utilisé de l'éducation, ils ont mis en place leur système politique et ils nous contrôlent. Ils nous contrôlent et nous devenons des bébés sous biberon, des enfants sous biberon, etc. Donc, nous avons la spiritualité. Et cette spiritualité, lorsqu'elle n'est pas reconquise, on ne fera rien. On va continuer à imiter et l'imitation ne peut pas donner des choses originales. Voilà, l'imitation ne peut pas donner des solutions. Mais aujourd'hui, l'Afrique en général, il y a ce qu'on appelle le pays laïque, hein, la laïcité. Pensez-vous que la laïcité, c'est une valeur dans des pays où la démocratie règne? Vous savez, c'est pitoyable. Bon, je ne sais pas, les gens ne vont pas me comprendre. Ces histoires de laïcité, etc., ça relève des droits gréco-romains, des occidentaux, etc. Ça, c'est l'air formide. Même la démocratie dont on parle, c'est une démocratie fondamentalement occidentale. Nous avons connu notre mode de gestion depuis nos ancêtres, etc. Nous avons connu des royaumes, nous avons connu des empires, nous avons connu des confédérations. Cherchez-moi la photo de Kimbangu si vous en avez. Oui, et donc, nous avons connu notre manière de gérer nos sociétés, notre société de manière générale, etc. Bon, vous parlez de la laïcité, mais ça, c'est la littérature occidentale où l'État est au-dessus, n'est-ce pas, de toutes ces religions, compagnie, etc. La laïcité suppose effectivement qu'il n'y a pas primauté d'une filière, j'allais dire, religieuse sur l'État ou une influence quelconque sur l'État. Vous voyez, et ça c'est l'Occident dans le cadre de l'approche romano-germanique ou gréco-romaine. Nous ne connaissons pas ça. Nous avons connu des États théocratiques où on vous dit que voilà, voler, c'est un sacrilège. Et quand vous volez, vous risquez de mourir. Tu vois, donc notre société a été construite autour de lois naturelles, qu'on appelle des lois divines. Et chacun est tenu de le respecter. Vous voyez, à la différence de l'Occident, etc., qui a monté ses stratagèmes, d'abord pour contrôler les esprits, parce qu'en réalité, cette fameuse religion qui est fondée sur la Bible, et qui du reste n'est pas une dictée si naturelle, c'est déjà à 325 avec Constantin le Grand, etc., qui a vu les différentes provinces de son empire se désagréger, etc. Il avait besoin de quelque chose pour soutenir son action politique. Et c'est comme ça que, bon, voilà, les choses se sont organisées. Ils ont trouvé que cet intérêt fertile, il faut même faire des expansions. Ils sont arrivés en Égypte, en Alexandrie, ils ont tout détruit, les grandes bibliothèques qui étaient en Afrique, compagnie, etc. Et voilà, c'est cette filière abrahamique qui a fondé également cette religion chrétienne qui est venue au XVe siècle, etc. Et l'autre enfant d'Abraham, qui s'appelle Ismaël, etc., ils sont venus chez nous au 7e siècle, ils ont fait 14 siècles chez nous. Et ils nous ont dit qu'il n'y a qu'eux qui connaissaient un Dieu, il n'y a que leur Dieu qui peut nous amener au paradis. Et pourtant, nous avons vécu 300 000 ans sans qu'aucune autre race ne puisse exister dans le monde. Et Abraham, c'est récent. Moïse, c'est récent. Oui, donc, nous avons connu 35 siècles avant l'ère chrétienne, avant la naissance de Jésus-Christ. Nous étions très puissants. Nous étions physiquement, scientifiquement, culturellement, économiquement, politiquement, militairement. Alors, est-ce l'Afrique est les premiers nés de l'humanité? Bien entendu. C'est eux-mêmes qui le disent, non? Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Alors, que représente l'homme qui est ici derrière vous? Regardez, c'est Simo Kimbangu. Il vous dit quoi quand vous les regardez? C'est l'un des ovnis, c'est l'un des ancêtres méritants, des gens qui avaient une mission d'éclairer leur société,
à une époque bien déterminée. Et donc, Simon Kimbangu, c'est le symbole de la représentation des hommes surnaturels qui deviennent vivants sur la terre des hommes pour exécuter la mission qu'il a réussi du monde métaphysique. Donc, quand il était ici, il était la passerelle entre le monde physique et le monde métaphysique. Quand il est reparti, voilà, il est l'ancêtre mérita. Il vivra dans l'éternité parce qu'il aurait accompli sa mission. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les Kimbanguistes ou les Kimbanguistes, mais pensez-vous que c'était ça sa logique, c'était ça sa mission, ou soit les Blancs ont changé la vision de Simon Kimba, où ils ont lavé les cerveaux de ces enfants et ils ne sont plus dans la mission originale du prophète ou messager, si je peux le dire. Donc, Fumon Kimbangu n'est pas kimbanguiste. Ok, il y a une différence. Ah oui, il n'est pas kimbanguiste. Le kimbanguisme est une doctrine qui a été créée après Kimbangu. Okay. Par les Blancs ou soit par les Bakongo eux-mêmes? Il n'y a pas que des Bakongo, hein. Il y a eu l'influence aussi occidentale, etc. Parce qu'on dit que Simon Kimbangu l'a envoyé de Jésus. De Jésus-Christ. Or, Jésus, on lui a collé le nom de Jésus. Jésus. C'est aussi un envoyé. Okay. Alors, là, ça un envoyé ne peut pas envoyer. Non, non. Et chaque peuple, c'est comme ça. Vous n'allez pas entendre, par exemple, Bouddha en Inde ou en Chine, on dit qu'il a été envoyé par Jésus. Ah non. Vous n'allez pas entendre que, bon, Mohamed a été envoyé par Jésus. Ah non. Vous n'allez pas entendre que Confucius en Chine a été envoyé. Ah non. Tu vois? Alors, pourquoi nos envoyés doivent être envoyés par un être qui avait aussi la chair comme eux? Tu vois? Donc, tout cela, c'est pour inférioriser la race, notre race, etc. Et que parce que nous-mêmes ne faisons pas un effort pour comprendre ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques. Tu vois? Qu'est-ce qui explique que les Arabes ont l'air envoyé et ils les respectent comme tels et ils disent que lui il a envoyé par celui qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi les Asiatiques, ils ont les lairs et ils continuent à les vénérer? Et nous ici, Kimbangu, on en parle très peu, encore que quelle est sa doctrine. Et bon, nous avons connu beaucoup de gens comme les Papa Mpadi, les Massambu Kidi, les Kimpan Vita, etc. On n'apprend même pas à l'école, il n'y a même pas de livres. Alors, M. Norbert Mbayamba, parce que vous êtes panafricaniste, avec vous, vraiment, vous êtes une bibliothèque pour nous. Est-ce vrai, on peut parler d'un Dieu des Noirs ou le prophète des Noirs, en Afrique hein, en général? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord autour d'un envoyé qui est au-dessus des autres en Afrique? Attention, attention. Attention, n'imitons pas l'Occident. Vous voulez dire quoi? Non, mais en fait, vous voulez faire nos envoyés comme étant des messies, comme on en parle de messies à l'Occident. Ah non. Nous avons connu des gens qui ont eu une mission, parce que vous vous rappelez la réincarnation, des hommes qui sont dans les... Il n'y a rien qui puisse être physiquement visible s'il n'a pas été fabriqué dans le monde invisible. Dans les spirituels domine les Bien physiques. entendu. Tout commence dans les spirituels. Dans les spirituels. Okay. Avant d'avoir des hommes comme ça. Et donc, c'est la mission, elle est préparée dans les mondes métaphysiques. Et voilà, l'homme arrive ici, il incarne une mission bien. Est-ce que ce monde existe d'abord? Comment? Est-ce que ce monde existe ou soit c'est des chimères? C'est en l'air. Le monde métaphysique? Oui, oui. Non, le monde métaphysique existe. Plusieurs témoignages corrigés montrent qu'il y a un monde en dehors de celui-ci. Il y a les extraterrestres. Et vous savez, la plupart des découvertes qui sont faites sont des inspirations de ce monde-là. Avant qu'on fabrique, par exemple, l'avion qui a la forme de l'aigle, cet avion est fabriqué dans le monde physique.
et on inspire quelqu'un comme Delphin, oui, mais écoutez, on te donne des idées, voilà, faites la formule. Et les Blancs sont en connexion avec les mondes métaphysiques. Ils appellent les génies. Ils appellent des génies. Mais ici, chez nous, c'est les sorciers. Les sorciers. Okay. Vous ne pouvez pas douter de ces mondes-là. Combien de fois vous avez entendu parler des sorciers dans nos villages, etc., qui quittent Kinshasa, il va aux États-Unis, aller-retour, etc. Parfois, on l'arrête là-bas. Et alors, il est dans quel monde? Tu vois? Donc, il ne faut pas douter qu'il n'y a pas un monde métaphysique. Il y a un monde métaphysique. Et la métaphysique et la physique marchent de pair. Il n'y a pas un monde qui puisse justement se dissocier de la physique et de la métaphysique. Parce que métaphysique, c'est la source d'inspiration de physique. Et donc, lorsqu'une société vit dans le physique et sans métaphysique, cette société est perdue. Et c'est comme ça que nous sommes tous des perroquets en train de reproduire ce que l'Occident nous apprend. Donc c'est un peuple sans repère. C'est un peuple sans repère, il n'y a pas d'inspiration. Parce que les êtres méritants, qui sont censés être des êtres parfaits, sont dans le monde métaphysique. Tu vois? Et donc ce sont ces êtres-là qui choisissent des hommes et des femmes et passent par eux, c'est pas pour apporter le message et l'éclairage dans la société. C'est très important. Moi, par exemple, tu me connais, moi je suis un politique, je suis un développeur, etc. Mais je parle de ces choses. Il y a donc une sorte de connexion avec le monde métaphysique pour dire ce que je suis en train de dire, que d'aucuns n'auront pas, la chance de comprendre tout de suite. Ils vont me prendre pour un fou. Tu vois? Donc, il n'y a pas de monde physique sans métaphysique. Les démarches de pair. Mais une société qui a écarté le monde métaphysique ne peut pas inventer. Regardez, lorsque vous avez fabriqué cette chaise, et donc il y a cette chaise est fabriquée d'abord dans le monde physique. Dans l'imaginaire. Dans le monde métaphysique. Et dans l'imaginaire, on te donne, tu es inspiré, la formule, et tu en fabriques. C'est comme ça que les Blancs, certains d'entre eux, en contact avec le monde métaphysique, fabriquent des avions. Dis, mais vous pouvez imaginer 50 tonnes dans l'air. Et la loi des pesanteurs, c'est que tout ce qui pèse tombe. Et pourquoi ça ne tombe pas? Tu vois? Aujourd'hui, ils sont en train d'aller dans les 150 millions de kilomètres, 200 millions de kilomètres à l'espace. Vous croyez vraiment que c'est une formule de laboratoire seulement? Non, c'est une inspiration. Ce n'est pas n'importe qui devient savant. Tu vois, nos savants ici, c'est dans la littérature. Donc il y a les hommes à part. Donc il y a des hommes méritants qui sont dans les villages des ancêtres et qui visiblement nous inspirent. Et c'est comme ça que vous voyez, on dit non, Delphin, mais il a une intelligence d'ovni, d'un extraterrestre. Tout simplement parce qu'il a été inspiré véritablement du monde métaphysique. Alors, monsieur Norbert, je précise. Et nous manquons ça, et nous allons rester pendant longtemps. Parce qu'en réalité, il faudrait institutionnaliser ça. Et il faudrait véritablement populariser ça. Il faudrait sortir tous ceux qui sont en contact avec le monde métaphysique sur la place publique pour qu'ils puissent chacun exercer sa puissance. Alors, ça, on en a besoin. Alors, M. Norbert Uyambayamba, comment arriver à cette manière de voir les choses au moment où que l'Afrique ne s'est pas encore mis d'accord sur le mode du gouvernement, le mode de gouvernance, hein, comment gouverner? Parce que tout ce que nous avons en Afrique, c'est l'Europe, c'est la Chine, c'est les États-Unis. Même nos constitutions à nous n'est pas adaptée à nos propres réalités. Comment l'Afrique peut se développer? Comment on peut mieux gérer? Tout ça, il faut qu'on se pose des questions questionnantes. Il faut qu'on se remette en question, en fait. Aujourd'hui, le débat n'est pas là. Le débat, c'est copiologie, en fait. Il faut faire comme l'Occident, il faut faire comme les Asiatiques. Les plagiats. Le plagiat, voilà. Et on en souffre, et on en souffrira. On sait bien que trois choses ont effondré, ont essoufflé l'Afrique, qui, du reste, était une puissance militaire, puissance politique, puissance scientifique. 35 siècles avant l'ère chrétienne. Et aujourd'hui, nous sommes effondrés simplement parce qu'on a mené trois choses. La première chose, c'est la religion. Okay. Et je venais de le dire, il y a les fils d'Abraham qui ont pris le pilotage par rapport à cette religion, etc. Il y a beaucoup de choses à dire.
Ils nous ont montré qu'il y avait un Dieu blanc, etc. Tout ça. Et voilà, donc nous, on est noirs. Tout ce qui est noir est mauvais. Est mauvais. Et voilà, nous avons suivi. Et voilà le résultat après autant de siècles. C'est zéro. C'est zéro. Comment les nuits dédiées, que nous prions à longueur de journée, etc., peut permettre que là-bas, nous ayons des hommes et des femmes qui peuvent fabriquer des sous-marins, des chars, des des avions, choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. J'ai suivi les Américains, on fait même 4 milliards de kilomètres à l'espace. Tu vois, ils découvrent des choses extraordinaires. Mais nos sorciers dans nos petits villages là savent. Ils peuvent vous faire des formules, mais ils ont honte. Parce que la religion qui est arrivée, n'est-ce pas, nous a dit, non, écoutez, tout ce que vous avez comme culture, c'est donc de la sorcellerie. Et la sorcellerie ira, tout sorcier ira, n'est-ce pas, dans l'enfer. Et alors maintenant, tout le monde écrit l'enfer, et voilà. Sinon, c'était science occulte, voilà. C'est pas la sorcellerie. Cette science occulte aurait pu véritablement être mise à nu, à la place publique, enseignée dans des écoles, pour que nous ayons nos savants. Et ça n'a pas été fait parce qu'effectivement, cela est considéré comme la sorcellerie passible, n'est-ce pas, des sanctions, d'aller à l'enfer, etc., et mourir dans le feu. Il y a quelqu'un qui m'avait dit... Vois, excusez, et vous n'avez pas que la religion. Et vous avez également l'éducation. Okay. Le système que nous voyons, on parle français. Le système éducatif. Oh, le français, c'est la langue des autres. La civilisation, c'est la langue des institutions, monsieur Mbemba. Mais arrêtez des conneries, ça. C'est là qu'il faut changer les choses. Comment ça Mais pourquoi pas le lingala? Pourquoi pas le swahili? Siècle que le Congo... Eh bien, on ne changera rien. La preuve, c'est que, bon, la langue des institutions, 72 ans, regardez les résultats. Regardez les résultats. Nous devons avoir des chercheurs courageux. Pas de bébés sous biberon. Pas des gens qui fonctionnent dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Aujourd'hui, on tente de monter sur une échelle. Ça ne marche pas. Il faut chercher une autre échelle. Pourquoi on a peur de chercher une autre échelle? On va nous dire, écoutez, écoutez, le monde va nous rejeter, on sera enclavés nous-mêmes parce que l'Ingala, c'est seulement ici au Congo. Les Américains ne parlent pas français. Mais ils ont des pays colonies, les pays où la langue est relayée. Non, nous, on a colonisé quel pays? Combien de pays parlent les Swahili en Afrique? C'est l'Afrique qui doit s'organiser. Parce que la langue est là pour transmettre la civilisation, la culture d'un peuple, l'identité d'un peuple. Un arbre sans racines tombe, fut-il les baobabs. Donc nous tombons simplement parce que nous n'avons pas d'enracinement, nous n'avons pas d'ancrage, nous n'avons pas, des pieds sur terre. Alors maintenant, si nous savons ça, mais nous réfléchissons sur la sortie des crises. Alors maintenant, on y est, qu'on commence ne serait-ce qu'à l'école primaire, avec des livres, où on produit, où on enseigne, etc. Botangina Lingala et autres. Voilà. Donc on a besoin que nous puissions véritablement transmettre notre culture à travers nos langues. Est-ce qu'on ne va pas se fermer aux autres? On ne va pas se fermer parce qu'il y a des Français qui parlent anglais. Il y a des Anglais qui parlent, des Anglais qui parlent français, qui parlent le russe, qui parlent le chinois, qui parlent le coréen. Les Coréens sont là, ils parlent anglais. Alors pourquoi c'est mal Lingala? Parce que ça risque. Non, je ne dis nous risquons d'avoir un problème, pas. une guerre à l'intérieur parce que nous avons 4 langues nationales, Chiluba, Kikongo, Lingala et autres. Alors si vous choisissez les Lingala, les autres vont se dire pourquoi c'est mal les Lingala. Mais nous devons faire un effort d'uniformisation, d'une langue qui puisse être une langue nationale, à l'intérieur de laquelle se trouvent des variétés de langues, nos dialectes. C'est très important. Si nous choisissons le Swahili parce qu'en cause de la majorité statistique, où on trouve beaucoup de personnes qui parlent le Swahili, nous pouvons arriver naturellement à apprendre le Swahili, n'est-ce pas, dans nos écoles et compagnie, etc. Et on va connaître à parler Swahili comme on a connu à parler français. C'est ça. Mais cela n'exclut pas le Lingala, n'exclut pas le Chiluba, n'exclut pas les Kimongo, n'exclut pas les Kingombe et compagnie, etc. On a besoin de nos langues. Parce que dans chaque entité, il y a une langue. Et cette langue transmet l'identité, transmet la culture, transmet les héritages traditionnels. Et donc, si nous parlons nos langues, alors là, nous sommes en train de réveiller les esprits qui étaient incarnés, n'est-ce pas, tout au long du parcours, etc. Vous voyez, aujourd'hui, regardez, tout le monde a peur, tout le monde a honte de parler la langue dans la ville.
Simplement parce que, bon, j'ai entendu quelqu'un me dire, mais écoute, mais cet homme-là, il ne connaît même pas parler français. Oh là là, vous voulez apprécier l'homme parce qu'il ne connaît pas parler français. On résume l'intelligence de la personne j'avais un professeur. À la langue française. Et tous ceux qui ont étudié à Yangabi, tous ceux qui ont étudié à Bukavu savent, le professeur Prandota, qui est un Polonais, il a travaillé aux Nations Unies. Il est professeur de comptabilité agricole, mais il parle un très mauvais français. Est-ce que c'est pour autant dire qu'il n'est pas intelligent? Mais il parle correctement le polonais, sa langue. Il parle correctement l'anglais. Tu vois? Donc, nous sommes des colonisés. Nous sommes des ligaturés. Nous sommes des ligotés. Nous sommes des prisonniers. Nous sommes dans un ghetto avec une petitesse d'esprit. Oui, quand vous commettez une erreur en français, c'est une moque qui de vous. écoute, des conneries, quoi. Des conneries. Donc, et on est là dans ces discussions-là. Imaginez-vous quelqu'un qui quitte sa maison. Il dit, je vais aller à l'université. Il va à l'IPN pour aller apprendre le français. Et il termine sa licence. Il continue jusqu'au niveau de doctorat. Et il dit, mais non, tu vois, les liens entre la linguistique, tu vois un peu. Donc, on est parti essentiellement à apprendre le français qui dirait que ce n'est pas notre langue. Mais on aurait pu apprendre. Peut-être les Swahili, peut-être... voilà. Nos thèses ne rivalisent pas les thèses occidentales. Et nous n'allons pas nous en sortir parce que nous n'avons pas encore compris que le système éducatif, c'est un système tronqué. Et que le système politique que nous utilisons, vous l'avez dit, nous préparons les élections, nous sommes avec la démocratie, etc. C'est un système politique fondamentalement importé de l'Occident. Et qui a fonctionné chez eux, mais qui ne peut pas fonctionner chez nous. Parce qu'il y a un principe, la loi des deux vérités contraires. Il y a... Vous êtes un peuple, moi je suis un peuple. Devant cette table, vous avez votre perception, moi j'ai ma perception. Et donc, nous avons deux perceptions différentes mais qui doivent cohabiter. Tu ne peux pas venir que ta manière de voir les choses sur la table est la meilleure que la mienne. Ah, mais non! Et dans le défi de la complexité d'un savant comme Edgar Morin, il fait cette démonstration. Nous n'acceptons pas ça. Voilà. Mais je t'ai donné moi la photo de la CENI ou la photo de Kadima parce que le doyen en parle déjà. Monsieur Norbert Yamba, aujourd'hui, si vous amenez ces discours sur la place publique, on risque de vous taxer d'une personne qui veut le glissement. Parce que le Congo voit les élections comme la solution du problème de la RDC. La succession de présidents comme une bonne manière pour que le pays se développe. Est-ce la Commission électorale nationale indépendante de la RDC fait mieux son travail à la place de la CENI? Sinon, si c'était vous, vous voulez que ce soit quoi? Non, non. Lorsqu'on recherche des solutions dans un pays, n'oublie pas d'un fait que moi je suis un penseur. C'est de la réflexion que je fais. Lorsqu'on cherche des solutions dans un pays, il y a ce qu'on appelle des solutions court-termistes. Okay. C'est-à-dire le court terme. Aujourd'hui, nous faisons quoi pour trouver des solutions? Mais il y a des solutions qui ne viennent pas dans le court terme. Peut-être que ça va venir dans le moyen terme, d'une année à 5 ans. Il y a aussi d'autres solutions qui viennent 5 ans après, donc à long terme. À long terme. On appelle des solutions long-termistes. Pour l'instant, nous fonctionnons sur base d'un droit gréco-romain. Le droit gréco-romain, c'est un droit que nous avons importé. Où, quand vous répétez les articles de la Constitution, on dit il est constitutionnaliste. Constitutionnaliste. Et pourtant, cette Constitution appliquée depuis 62 ans n'a jamais donné solution. Et nous aurions pu avoir nos intellectuels qui présentent des thèses doctorales, qui rivalisent ces droits, qui a été imposé chez nous. Parce que notre âge culturel ne correspond pas à l'âge culturel occidental par rapport à leur situation. Okay. Et donc, nous devons, dans le court terme, c'est dire, ben voilà, donc la Constitution que nous avons, les lois et textes réglementaires de la République exigent effectivement que nous allions aux élections, que nous participions à la démocratie à l'occidental. La démocratie à l'occidental. La démocratie à l'occidental. Et c'est ça, justement, des institutions comme le CNI
qui en réalité devrait être une innovation, simplement parce que la démocratie à l'occidental, telle qu'elle est pratiquée, en principe, c'est le ministre de l'Intérieur qui organiserait les élections. Comme en France. Comme en France. Comme en France, parce que c'est leur démocratie. Mais nous, on ne s'attend pas. Nous n'avons pas la culture, parce que cette culture-là démocratique, nous ne l'avons pas. C'est fondé sur la culture occidentale. C'est un héritage traditionnel de l'Occident. Alors maintenant, nous avons copié ça. Et alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire on change tout de suite. Il faut avoir des hommes et des femmes qui réfléchissent et qui nous génèrent naturellement, qui nous produisent un modèle référentiel. Aujourd'hui, on n'en a pas. Alors qu'est-ce que nous faisons? Appliquons la loi. Ça, c'est une solution court terme et moyen terme. Mais là, le long terme, il faut que des penseurs sortent. Les politologues, les juristes. Alors, comment arriver à convaincre tous ces gens-là qui... est-ce qu'il faut formenter des Congolais, les inclure? C'est ce que nous faisons en organisant ces émissions, en commençant par vous-même. Vous recevez tout le monde qui parle des choses, même invraisemblables. C'est justement pour apporter l'information, pour que chacun se soumette à une réflexion, pour dire est-ce que nous allons réussir avec cette démocratie? Vous allez faire une démocratie avec 1% de la population qui comprennent les règles, 99% ne comprennent rien. Vous avez vu un politicien en train de décliner son projet dans le court, moyen et long terme, et qui pense aux générations futures de l'an 2100. Mais quand il y a des candidats, ils ont leur programme. Vous pensez que la manière de présenter le programme, là, c'est à court terme? Un programme, c'est un ensemble de réponses par rapport à certains problèmes. Attention, il ne faut pas confondre des programmes avec une vision. Ok. Eh bien voilà. Il y a une différence entre une vision et un programme. Et c'est que les candidats présidents font pour vous souvent. Quand vous regardez en Afrique, ce que les candidats présidents font, c'est des programmes ou c'est des visions? Ce sont des programmes. Ce sont des programmes, chacun, on peut copier n'importe où. Ah, ok. Des programmes copiés? Oui, bien entendu. Regardez, l'UDPS a créé son parti, les statuts, le règlement intérieur, etc. Lisez tous les partis politiques ici, ils n'ont fait que copier. Ils n'ont fait que copier. Donc, on est dans ce processus-là. On ne s'est pas encore posé des questions fondamentales. Regardez, aujourd'hui, nous sommes à 110 millions d'habitants. Ok. En 2050, on sera à plus de 220 millions. En 2100, nous serons à plus de 400. Donc, nous serons l'un des pays les plus peuplés, après le Nigeria. Et nous serons, on aura autant d'habitants, plus que l'Union européenne. Tu vois? Alors maintenant, si à 110 millions, nous sommes incapables, par exemple, de desservir la sécurité, de desservir l'éducation, la santé, l'alimentation, l'électricité, l'eau, etc. Et quand on sera, dans moins de 30 ans, on sera à 220 millions d'habitants, on fait comment? Et quand on sera à 400 millions, on fait comment? Et vous croyez que c'est avec le programme où on va voir que la DGA va retirer, va forcer les taxes, IGF et compagnie? Arrêtez, ce ne sont pas des solutions, ce sont des solutions court-termistes. Et donc, la solution en profondeur, pour qu'effectivement nous puissions construire notre autonomie, notre leadership, relève véritablement du changement de paradigme. Parce que le paradigme qui est le nôtre aujourd'hui, c'est un paradigme hérocentrique, occidental, fondamentalement basé sur l'exploitation du centre vers la périphérie. Le centre, c'est l'Occident, et la périphérie, c'est l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, tout ce que nous avons comme potentialité que Dieu nous a donné sont exploités par l'Occident. Ils amènent le brut chez eux, et ils ont des industries, ils transforment, ils créent des richesses, ils créent des emplois, et ils prennent ces revenus, ils affectent dans leurs routes, ils affectent dans leur éducation, ils donnent leurs enfants des moyens. Mais nous, vous avez le cobalt, qui aujourd'hui, la plus grande pollution mondiale, c'est 65%, vient du Congo. Nous gagnons quoi? Nous gagnons quoi? Mais quand les Chinois prennent, ils vont aller fabriquer des téléphones. Quand les Américains prennent, etc. Ils sont en train de se disputer aujourd'hui. Toutes les guerres. Excusez. Ok. On a découvert aussi les nobium, qui fait aujourd'hui la preuve des guerres à l'Est, et qui sans récurrence. Et on utilise ça dans l'aéronautique. Alors maintenant, où sont nos chercheurs? Où sont nos scientifiques? Pour nous inventer des formules, que nous puissions transformer ça, de manière que nous puissions créer nos propres satellites. Si nous créons un satellite, nous allons vendre combien? Ça va nous rapporter combien d'argent?
Combien de gens vont trouver du travail? C'est ça, mon frère. Nous avons par exemple le maïs ici. Mais nous pouvons, avec le maïs, avoir plusieurs produits transformés si nous avons des industries. Mais nos industries, ce sont des boulangeries, etc. Ah, écoutez, avec ça, vous faites quoi? Vous êtes incapable même de nourrir la ville de Kinshasa. Tu vois? Mais si, par exemple, nous avons la capacité d'utiliser des techniques culturelles modernes, inventées par nos génies, au travers de ce que vous appelez des sciences occultes, d'aucuns considèrent comme la sorcellerie, eh écoutez, nous aurons des grandes étendues. Regardez, prenez la distance de Kinshasa jusque dans le Bandundu. Regardez des grandes étendues. Comment nous pouvons souffrir de faim? Pourquoi un sac du riz doit coûter autant? C'est ça les grands problèmes. Donc, tant qu'on n'aura pas eu la possibilité d'inventer des formules, des technologies pour exploiter les richesses que Dieu nous a données, les transformer, les commercialiser, créer une chaîne de valeur ajoutée qui permette qu'on crée de l'emploi, première usine, deuxième usine, on crée de l'emploi, les richesses, troisième, etc. Mais on n'aura pas du travail. Ce n'est pas par une déclaration qu'on peut trouver du travail. Alors, M. Norbert Mbamba, parce que vous dites que les élections ne peuvent pas amener le développement en Afrique. Les élections n'amèneront pas de développement en Afrique. Qui vous dit ça? Pourquoi on a créé la CNI? Pourquoi le ministère de l'Intérieur n'a pas pris ses responsabilités? Parce que ce n'est pas notre culture. Regardez la Chine, il n'y a pas... La Chine, ils ont leur propre modèle. La Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants. Mais quel est leur modèle de démocratie? C'est 192 000 personnes qui décident de l'avenir de la République. Voilà. Alors, et nous, dans les cas de nos villages, il faut configurer, il faut configurer le mode de gestion au niveau du village. Il faut remonter ça au niveau national. Or, nous avons une sorte d'antinomie. Au niveau du village, on gère autrement. Au niveau du sommet national, on gère le modèle occidental, la République. La République n'est pas connue chez nous. Nous n'avons pas connu la République. Nous avons connu le royaume. Nous avons connu les empires. Mais pourquoi nous ramener la République, qui est un modèle français? Donc, c'est déjà un problème. Il y a un problème. Il y a l'incompatibilité de... On ne s'entend pas. On ne s'entendra pas. Alors, monsieur Tati, donnez-moi la photo de monsieur Anthony Blinken. C'était l'Américain, secrétaire d'État américain. Monsieur Mbamba, parce que nous voulons le développement, vous êtes panafricaniste et je précise bien, il y a eu des sommets Afrique et États-Unis, les États-Unis. J'ai vu autant de présidents africains là-bas. Pensez-vous que l'Afrique peut dépendre des États-Unis du moment que si nous regardons l'Afrique, le continent de l'Afrique, nous avons autant de richesses que le monde entier a besoin? Oui, vous avez raison, mon cher Delphin. Sur les sur les 100% des richesses du monde, l'Afrique dispose d'un tiers. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun continent qui dispose autant de richesses que l'Afrique. Okay. Parce que le cobalt, c'est l'Afrique qui gagne. L'uranium, nous avons 33%. Le cobalt, nous sommes au-delà de 65. Le coltan, qui sont des minéraux stratégiques aujourd'hui, nous avons 80% de réserves. Nous avons l'or, c'est 50%. Les diamants, c'est 50%. Le platine, c'est 90%. Donc, pour ne citer que ça. Le tableau Mendeleïev est rempli. Au Congo, tous les minéraux se retrouvent au Congo. Mais écoutez, tout ce pays-là, qu'on appelle de puissance d'argent. Écoutez, ils viennent, ils ont trouvé un terrain fertile, ou même des graines pourries peuvent germer. Ils ont mis en place un système qu'on a appelé le système d'esclavage, la traite négrière, où on a amené nos compatriotes comme des amants de muscles. Certains sont allés aux États-Unis, ils se sont transformés en nègres de maison et nègres de champs. Et puis les autres sont dans la Caraïbe. Je profite pour, du fond de mon cœur, saluer cet homme qui vient de partir, un savant,
nègres, Philippe Moutoundé, Kalala, Nusseré, de Guadeloupe, qui venait de mourir à 55 ans, un savant empoisonné comme tel, etc. Et voilà, donc, nous avons connu, nous avons toutes ces potentialités, mais nous ne nous jouissons pas de ces potentialités-là. Mais écoutez, l'Occident s'est organisé pour nous saucissonner à Berlin sur base d'une carte mal dessinée. Mal dessinée. Mal dessinée, ils n'ont jamais été en Afrique. Mais ils se sont partagés de nous. Et aujourd'hui, ils sont allés jusqu'à 54 États. Le Soudan était un. On a divisé le Soudan. On a donné la lueur d'espoir, l'espérance au Sud-Soudanais. Aujourd'hui, ils s'entretuent. Plus de 500 000 morts. Et ils exploitent le pétrole. Carrément sans problème. Vous voyez, vous avez vu comment on est en train de vouloir désintégrer l'Éthiopie. L'héritier est parti. Et maintenant, là, ils sont en train de pousser Tigré à se désintégrer parce qu'en fait, l'Éthiopie montre de quoi elle est capable. Aujourd'hui, le Congo-Kinshasa, il est dans le collimateur pour en faire 4 à 5 États. Tout au long du processus, vous entendrez, n'est-ce pas, des rois télins qui sortent des provinces, etc., parce qu'ils sont financés. Et il y a des gens qui sont dans ce vaste complot. Quand vous regardez, par exemple, le Mali, dans tous les endroits stratégiques, même, regardez, pourquoi ils ne prennent pas du Goma? Ils sont là, non? Ils sont à Rutshuru. À Rutshuru, il y a des dombiums. Il y a du coltan. Et ils sont là, comme ils occupent cet espace, effectivement, les vautours sont en train véritablement d'exploiter nuitamment tous ces minéraux. Tu vois? Et maintenant, au nord, au Mali, ils veulent en faire trois pays. Regardez au Nigeria, Biafra, le Cid, le Nord, compagnie, etc. On veut diviser. Ça, c'est eux. Or, l'Afrique était une et indivisible. C'est eux, à Berlin, qu'ils ont divisé. Après nous avoir divisés, ils ont mis en place une colonisation pour exploiter véritablement nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes dans une révolution numérique. Et la révolution numérique digitalisée cherche à connaître des minéraux comme cobalt, comme nobium, comme lithium, comme colobotantalite, etc. Parce qu'en fait, nous sommes dans une sorte de guerre énergétique. C'est ça que ça veut dire. Donc, le développement ne l'entendez pas simplement parce qu'on reproduit la théorie de l'Occident. Non, il faut changer le paradigme. Et que le paradigme soit fondamentalement africain. Changer, oui, mais nous avons toutes ces richesses, mais on ne peut pas les transformer. On n'a pas les appareils, on n'a pas de machines. Alors, ça va pourrir. Eh bien, c'est comme ça que nos écoles sont inutiles. Nos écoles, ce sont des écoles de répétition, des récitations. Vous avez autant de docteurs, vous avez autant de licenciés qui sont inutiles. Et des bouches inutiles. Il y a des professeurs aussi. Eh bien, arrêtez. Les PO, le professeur ordinaire, le professeur. Ça, c'est la profession. Ça, c'est la profession. On peut inventer une chaise sans être professeur. Et professeur dans quel domaine? Et quelles sont les priorités du contexte qui est le nôtre aujourd'hui? On a besoin de quel type de professeur? Regardez comment on souffre. Okay. Nous souffrons avec la démocratie. Maintenant, on va aller aux élections. On va s'insulter, on va se rejeter. Et alors, quel est ce professeur qui a réfléchi pour nous donner un autre modèle en dehors du modèle de l'Occident? S'il vient faire la conférence, c'est justement pour reproduire les principes que les Occidentaux ont mis en place. Et ces principes qui Il n'y a rien de nouveau. Eh bien, voilà, rien de nouveau. Dis-moi, quelle est la thèse qui remet en question les thèses occidentales? Ben, peut-être parce que vous ne lisez pas dans les bibliothèques. Il y a des productions des professeurs. Peut-être les Congolais n'ont pas la culture de lire. Les productions. Je m'excuse beaucoup. Je prends beaucoup de risques en disant ces choses. Ok. Il ne faut pas confondre l'invention à la compilation. Lorsque on compile, on prend tel livre, on fait le mélange et on produit un livre. C'est pas ce qui va changer le pays. Ce qui va changer le pays, c'est à travers une observation sociétale, en s'interrogeant sur les héritages traditionnels, en se disant, au regard de ce que nos ancêtres ont vécu, au regard de l'évolution de la situation, quelle devrait être la formule que nous puissions utiliser qui doit
qui doit rivaliser la formule occidentale qui est dominante. À ce moment-là, quelqu'un vous fait sortir une thèse. Oh, ici, c'est la compilation. On a cité tel, on a cité tel, on a cité tel, on arrive à la conclusion, on n'aura rien proposé pour l'avenir de la République. Regardez, nous utilisons la même constitution, non? Comment les Occidentaux nous ont trouvés? Nous avions notre droit, nous avons notre ordre social. Nous avons régenté notre société au travers de nos règles, au travers de nos lois. Le mat, Soudan Keta Keita, Soumangoron Kate, en Empire du Mali. Mais ils ont mis en place une constitution qu'on a appelée Korogonfoga, 44 articles, qui a été copiée à travers le monde. À 1236. Aujourd'hui, où sont nos juristes qui travaillent et qui nous inventent véritablement des constitutions qui sont en dehors? Mais il y avait la constitution de Louloabourg, monsieur Mbaye. Bien écoute, oh là là, Delphin, comment ça? Delphin, constitution de Louloabourg, c'est quoi? Constitution de Louloabourg, c'est le droit occidental gréco-romain. C'est un truc qu'on a retravaillé sur la loi fondamentale de 1960. Mais écoute, arrêtez ça! Et pourquoi? Ça nous a mené où? À un coup d'État. Okay. Eh bien alors, vous voulez continuer comme ça? Vous avez expérimenté quelque chose. Eh bien, il faut, si ça ne vous donne pas pendant 70 ans des résultats, il faut opter pour autre chose. Regardez comment on se bat. Quand les gens sont au village, il y a un chef de groupement. Les gens ne se disputent pas. On laisse le chef de groupement rester là jusqu'à ce qu'il tente. Mais le chef de groupement est le serviteur de sa population. Alors, profitons de ce qui se passe au groupement, réfléchissons, modernisons ça, scientifisons ça et mettons nos règles avec un modèle référentiel comme unité de mesure pour l'Afrique. Et travaillons de telle sorte qu'on puisse remettre l'Afrique qui était une et indivisible à un seul pays. Alors, à ce moment-là, écoutez, à ce moment-là, nous jouerons comme les Chinois. Les Chinois sont 1,5 milliard. Les Indiens sont 1,3 milliard. Les Russes, effectivement, ils sont à plus de 157 millions. Les Américains sont 350 millions. Nous, Africains, l'Afrique dans son ensemble, c'est 1,3 milliard. Il y a des États-continents, comme l'Inde, la Russie, les États-Unis, la Chine et l'Afrique. L'Afrique était une, indivisible. Alors, il faut reconstituer l'Afrique. Je ne vais pas parler d'un État fédéral, mais une sorte d'État qui rassemble pratiquement tous les royaumes à l'époque. Mais il faut qu'il y ait des gens, des chercheurs qui nous proposent un modèle référentiel. Il faut qu'il y ait des gens, des chercheurs qui nous proposent un modèle référentiel. Du moment que nous avons un président de l'Union africaine, il y a M. Macky Sall, mais quelqu'un m'a dit que c'était la honte de l'Afrique. Il est parti chez Poutine pour demander du bleu, que l'Afrique souffre. Est-ce que vous ne regrettez pas Kadhafi? Nous, Kadhafi a été digne fils d'Afrique, qui a pris très tôt aux États-Unis d'Afrique, qui a pris très tôt à une banque des investissements en Afrique, à un fonds monétaire africain, un satellite africain, en mettant en place un système de télédétection et financer tous ces moyens-là, etc. Donc, il a vu trop tôt. Il a été tué pour ça. Est-ce qu'on va arrêter la course simplement parce qu'il est mort? Moi, je dis non. Il faut capitaliser tout ce qu'il a fait, mais il faut qu'il y ait des chercheurs qui véritablement scientifisent nos héritages traditionnels, configurent l'Afrique. Parce qu'en réalité, l'Afrique a 1,3 milliard. Donc, en 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards de personnes. Donc, vous ne pouvez pas dire que ça va fonctionner tout de suite comme ça. Non, 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 non. Il faut qu'il y ait des gens, des ovnis, qui s'inspirent du monde métaphysique et qui nous génèrent, n'est-ce pas, sur base de leur génie propre, n'est-ce pas, un modèle, une formule, que nous poussions véritablement. Construire de l'ancrage et le rendre opérationnel. Merci, M. Norbert Yamba, cadre de l'UDPS, panafricaniste. M. Tati, donnez-moi la photo de Joseph Kabila ici derrière, l'ancien président de la République, aujourd'hui sénateur à vie.
Il est chez lui à Kingakati, l'homme qui a fait 18 ans au pouvoir. Monsieur Norbert Mbamba, si je demande cette photo de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, c'est pour une cause. Aujourd'hui, la RDC, d'abord regardez l'homme qui est ici derrière. Il vous inspire quoi? La confiance, la bonne gouvernance, l'amour du pays, l'unité. Il faut éviter de me poser des questions comme ça sur les individus. Tu vois comment je suis en train de... Je parle de l'ancien président, pas Kabila. L'ancien président, mais il a utilisé le même système, non? Il n'a pas inventé un système, c'est le système occidental. Lui-même est arrivé au pouvoir par la volonté de l'Occident, c'est aussi ça. Et donc, pour le reste, il ne nous a pas déplacé du système occidental au système africain, à rien. Voilà. Voilà. Il vous inspire rien? Non, mais il a géré la République. Je note qu'en fait, le système, le paradigme occidental ne peut pas nous permettre de décoller, peu importe la volonté qu'il avait. Il a fait des petites réactions, etc. Ça, c'est évident, mais bon, ça n'a pas donné de solution adéquate. Parce qu'en réalité, il faut savoir gérer, il faut savoir apprécier les choses sur base de les résultats. Voilà. Mais je pense qu'il avait une arme, son silence. Et là, je félicite cela, parce que la bouche tire l'avenir. Et lui, par son silence, est devenu son arme, sa force. C'était pas un silence coupable. Bon, chaque chose qui a des avantages et des désavantages. Pourquoi je vous demande cette question? Bientôt, nous allons parler de la levée de l'embargo, parce que la RDC ne pouvait pas acheter des armes, même sous sa gestion. Mais aujourd'hui, la RDC peut acheter des armes. Mais avant, on dit que l'homme, sous sa gestion, il y a eu trop d'infiltration. Parce que là, on parle Congo, on parle Afrique. Si le Congo se lève aujourd'hui, d'autres pays africains vont bénéficier de quelque chose. On dit que son régime, on ne parle pas de Kabila, je parle de sa fonction, son pouvoir, son gouvernement, a favorisé trop d'infiltration en RDC, surtout par rapport au brassage. Bon, les processus, quand vous parlez Kabila comme ça, le régime Kabila, il faut comprendre le processus et la géopolitique internationale. Okay. Nos chefs d'État sont parfois des innocents. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'ira nulle part. Parce que qu'est-ce que représente un chef d'État africain dans un pays comme le nôtre, comme ça, etc., vis-à-vis lorsqu'il est en face, par exemple, des États-Unis? Que représente le chef de l'État lorsqu'il est en face du président chinois? Mais c'est quand même grave. Mais la RDC, c'est un pays souverain, M. Mbemba. Il ne faut pas arriver jusque-là. La souveraineté, ce n'est pas une déclaration. La souveraineté se constate au travers 4 attributs du pouvoir. Par exemple la sécurité. Lorsque vous êtes en situation d'insécurité, vous êtes capable, au travers vos moyens propres, au travers votre génie propre, de pouvoir ramener la sécurité. 2, lorsque vous avez un système éducatif, ce système éducatif ne tire pas de la matière des inputs de l'extérieur. Vous générez votre système et vous formez votre jeunesse au travers de ce que vous estimez être utile pour avoir un poids ontologique dans votre pays. 3e chose, c'est la santé. Vous ne pouvez pas tomber malade et en train de recourir aux autres pour chercher comment soigner vos gens. Et 4e chose, vous ne pouvez pas, vous avez un peuple, pour le nourrir, il faut chercher PAM, il faut chercher ne sais pas quoi, etc., pour nourrir. Non. Ou importer, comme on importe les chercheurs, nous avons des rivières, compagnie, etc. Tout ça, c'est la souveraineté. Alors maintenant, lorsque vous êtes incapable de nourrir votre peuple, lorsque vous êtes incapable de donner les décisions à votre peuple, vous êtes incapable de soigner votre peuple, d'éduquer votre peuple, de sécuriser votre peuple, vous n'êtes pas souverain. Vous n'êtes pas souverain. C'est ça. Et jamais un pays africain a été conçu dans sa souveraineté. Parce que la colonisation, la néocolonisation, c'est la continuité. On change seulement de forme. C'est un caméléon, riche en couleurs, pauvre en vitesse.
Tu vois, que ce soit la guerre froide, les modérés, les progressistes, c'est la colonisation toujours qui continue. Aujourd'hui, la révolution commerciale, la révolution industrielle, la révolution numérique aujourd'hui, c'est la colonisation qui continue. Alors, quand vous parlez d'un souveraineté, moi, ça me fait la chair de poule. Moi, je dis, mais est-ce que mon frère connaît ce que c'est la souveraineté? Donc, on est toujours colonisé, mais sous une autre forme. Sous une autre forme. Alors, Monsieur Mbayamba, je sens que le... Même les munitions, même on a enlevé notre Parlons-en. Parlons-en. Monsieur Tati, donnez-moi les fonds de la première vidéo où le chef de l'État a reçu la française. Là. Donc, alors, Monsieur Mbayamba, la RDC était sous l'embargo. Mais aujourd'hui, nous pouvons acheter des armes. La RDC peut s'armer jusqu'au don pour défendre l'intégrité de ses territoires et sa population. Est-ce que ce n'est pas une manière de flouer les Congolais? Parce qu'on a senti aujourd'hui le patriotisme, les Congolais se sont énervés, ils ont haussé les tons par la diplomatie du régime Tshisekedi. Ce n'est pas une manière de nous affaiblir un peu, ça va, on enlève ça, mais on laisse quand même la MONUSCO une année de plus. Non. Chaque graine finit toujours. Donnez-moi le fond. Chaque graine finit toujours par pousser. Et je salue sincèrement le président de la République. Il n'a pas été compris au départ. Il s'est battu, Mordicus, celui qui était déclaré comme patin marionnette, etc. Mais qui a poussé jusqu'à avoir des résultats aujourd'hui. Le langage, Occident, paradigme. Celui qui est venu avec ça, c'est ce qu'il dit. Okay. Aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre le rôle. J'ai vu même des plus idiots réfléchir en mettant dans les paniers, dans l'analyse, l'Occident. Maintenant, et l'Orient, parce qu'il y a l'Orient aussi qui entre dans la danse, etc. Et donc, c'est lui qui a ramené cette nouvelle donne, cette manière de réfléchir et qui popularise ça dans notre société. C'est Félix Tshisekedi. Et vous avez vu, hein, les Français n'ont pas laissé même un espace au président pour avancer, etc. Mais ils ont travaillé l'Occident dans leur complicité, dans leur solidarité, etc. Mais en force d'infuser cette manière de voir les choses, etc., le Congolais a compris, et des pressions de partout, etc., la diplomatie du président de la République faisant combine. Écoutez, bon, ils ont fini par comprendre qu'ils risquent de perdre ces grands pays. Et il faut qu'on continue comme ça. Parce que j'avais même suivi les sénateurs, Bati, les autres, qui ont même demandé que la RDC puisse quitter la francophonie. Bien entendu, mais il faut continuer. Écoutez, donnez-moi le fond, M. Tati. Actuellement, quand on fait le bilan de la francophonie nous a fait quoi ici? Ça n'a rien fait. C'est vrai ça? Et c'est machin, c'est un torchon. Et alors, maintenant, quand ils disent ça, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que ce n'était pas seulement une forme de pression et puis à un moment ils arrêtez, oui, ça peut être une forme de pression, mais moi je n'aimerais pas que les gens restent dans la galerie. Donc nous sommes un pays, nous n'arrivons pas à changer. Il n'y a qu'une portion des gens qui vivent dans un îlot d'abondance et les autres sont dans un océan de misère. Et si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'il y a complotation internationale. Okay. Et nous avons besoin véritablement que nos dirigeants, au lieu de faire seulement donner l'impression d'une pression, il faut qu'on aille. Donner l'impression d'une pression. D'une pression. Okay. Il faut qu'on aille dans la direction d'inventer des stratégies qui nous permettent véritablement de nous libérer. Et les stratégies de nous libérer, c'est-à-dire interroger notre système éducatif, interroger notre système spirituel ou religieux, interroger notre système politique, donner des alternatives qui nous permettent véritablement de faire autrement les choses que ce que nous demande l'Occident. C'est de cette manière-là et que nous allons nous en sortir. Voilà. Mais si on dit on quitte la francophonie et puis bon, on en fait une déclaration, on en fait profession, et puis le soir, on se retrouve avec je ne sais pas qui, etc., pour dire écoutez, nous avons fait ça. Non, on ne veut pas ça. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Okay. Et l'Occident a besoin de nous, nous avons besoin de l'Occident. Mais nous méritons respect et considération. Et il faut que cela soit affirmé à travers la classe politique dans son ensemble. Alors, si vous dites que l'Occident a besoin de nous avons besoin de l'Occident, mais nous devons avoir un capital humain quand même capable et sérieux à faire face à ces gens-là. Mais ça, il faut une remise en question. Le capital humain a été façonné à l'occidental.
Oui, le capital humain, non, l'intellectuel. On peut vous donner même un poste aujourd'hui, ministre des communications, etc. Vous allez communiquer à l'Occident, à l'occidental. Tu es content quand tu passes sur RFI, tu es content quand Mais il faut tu que passes le sur monde 24. puisse vous écouter, il faut que Arrêtez, le monde puisse vous suivre. arrêtez. Parce que si vous communiquez en lingala, vous risquez que non, ceux qui sont de l'autre côté ne vont pas capter votre message. Le grand problème, ce n'est pas celui-là. Le grand problème, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas le fait de communiquer à lingala. On a besoin d'abord de communiquer pour construire des interactions dynamiques à l'intérieur de la République. Okay. 2. Pourquoi votre chaîne ici, c'est SSTV. Alors voilà. Mettez ça sur le canal. Il faut propulser ça, il faut promotionner ça. La RTNC promotionner ça. Télé 5 promotionner ça. Perfect TV promotionner ça. Univers TV. Okay. Alors maintenant, au lieu que, par exemple, on a à faire une déclaration sur France 24 ou RFI, etc. Pourquoi on ne peut pas en faire ici? Alors on dit non, nos chaînes n'ont pas d'audience. Oui, nos chaînes n'ont pas d'audience parce que les hommes politiques comme les opérateurs économiques ne passent pas dans nos chaînes. Et c'est nous qui devons prendre véritablement cette conscience pour dire que nous, maintenant, nous devons avancer. Alors, et avancer avec tout ce que nous avons comme potentiel. Monsieur Norbert, potentiel, on ne peut pas terminer. Vraiment, j'ai besoin de vous retenir ici parce que vous êtes en train de donner de la matière à l'Afrique, hein, parce que l'émission ici, il n'y a pas que les Congolais qui vont se faire. Chutons par ces points parce qu'il nous reste 2 ou 3 minutes, mais c'est quand même important. Je sais que c'est tellement peu, mais c'est important. Il y a une 9e conférence de gouverneurs. Il y a le chef de l'État qui est maintenant en Mbandaka pour parler avec le gouverneur, donner la vision. Mais les gens se posent des questions. Est-ce que ces gouverneurs écoutent quand même le chef de l'État? Parce que le chef de l'État, Félix, a une vision à communiquer. Mais si vous allez dans nos provinces, mais c'est comme si c'est des provinces mornées. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, c'est normal parce qu'en fait, vous savez, quand quelqu'un qui a été habitué à fonctionner dans un système, alors lorsqu'on lui demande de délocaliser, de quitter l'ancien système vers un nouveau système, il y a des douleurs d'enfantement. Okay. Et la manquémologie, qui est une discipline actuelle, nous dit qu'on a difficile à se détacher des traces. On appelle ça des maquentum ou des maquetas. Okay. Donc, ce sont des séquelles qu'on a subies dans un autre système, etc. Et ça, c'est un défi et c'est un danger pour la République. Mais l'essentiel, c'est que lorsque on a le nouveau système, on met en place des garde-fous. Et ces garde-fous vont permettre à pouvoir changer ce qui avait des séquelles de l'ancien système. Et c'est ce que le chef de l'État fait. Les gouverneurs, vous savez que la structuration géographique de notre pays pose la problématique de la mise en place des 2 pouvoirs. Il y a le pouvoir central et le pouvoir provincial. Le pouvoir central a des compétences. Il y en a 36 compétences exclusives. Et puis, le pouvoir provincial a 29 compétences exclusives, c'est-à-dire différentes des compétences du gouvernement central. Mais ils ont 11 compétences concurrentes. Et vous allez au niveau des villes, vous allez au niveau des communes, jusqu'au secteur et chefferie. C'est-à-dire que chaque entité a un budget. Et ce budget-là, il peut faire le développement, mais il se répartit sur le rôle. Donc, dans une seule entité, le gouvernement central intervient, le gouvernement provincial intervient, le gouvernement de cette entité intervient. C'est très important. Or, ici, le problème n'est pas encore rendu opérationnel. Le budget, d'abord de l'entité provinciale, est sous-estimé. La moyenne, généralement, c'est 500 millions. Et les provinces, au lieu de devenir des acteurs de développement, les provinces ont la main tendue du gouvernement central. C'est ça le grand problème. Or, le gouvernement provincial a des taxes, a des perceptions diverses, etc. Ce qu'on appelle les ressources propres. Des taxes d'intérêt commun. Et donc, tout cela pousse véritablement le chef de l'État qui est le principal du gouvernement central, bien entendu, d'être de temps en temps avec les provinces pour inoculer un esprit, pour échanger, pour dégager les différentes difficultés, pour harmoniser les répartitions des rôles et pour booster le pays. Et ça, c'est la conférence des gouverneurs, qui est une conférence constitutionnelle qui permet véritablement le gouvernement central à être, pas tout le gouvernement bien entendu, le chef de l'État, président
de cette conférence avec les provinces, etc. Et les provinces ont leur association où ils déterminent, n'est-ce pas, leurs problèmes dans un agenda où ils discutent avec le gouvernement central pour débloquer un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, les 40% viennent de Kinshasa. Et donc, il arrive des fois, et les gouvernements provinciaux, généralement, entendent que Kinshasa, pour avoir l'argent, ils ne peuvent pas payer les gens. Et pourtant, ils ont des taxes sur place où ils peuvent mobiliser des ressources et faire des choses. Mais là, on n'est pas encore aller de manière automatique. Merci. Et ça, on en a besoin. Et je salue le président de la République qui, véritablement, a pris ses responsabilités pour inoculer un esprit dans les chefs de tous ces gouverneurs pour qu'ils comprennent qu'ils sont des présidents de républicains et que le gouvernement provincial, c'est aussi un pays et ils doivent travailler pour développer leurs entités respectives. Merci, M. Norbert Yamba. Aux États-Unis, il y a de provinces, États. Donc, si réellement nos gouverneurs ont cet esprit de voir grand, c'est possible aussi qu'on ait de provinces-États. Parce que la RDC est tellement... Là, c'est État fédéral. Ici, effectivement, nous sommes dans une sorte d'antichambre d'un État fédéral. Mais le grand problème, c'est qu'il faut que les gens internalisent n'est-ce pas, les principes d'opérationnalisation de ces provinces. Mais il y a trop de changements, vous savez. Le gouvernement qui arrive, déstabilisé par l'Assemblée, l'autre arrive, déstabilisé, etc. Au point où il n'y a pas encore un temps record où les gens viennent apprendre, dégagent les leçons de leur gouvernance et dégagent également des pistes pour qu'ils puissent véritablement être performants. Merci. Ça, on en a besoin. Et je crois que des rencontres comme ça vont permettre à ce que certaines lois additionnelles soient prises pour arrêter l'hémorragie. Merci, M. Norbert Yamba, au cadre de l'UDPS Parti au pouvoir, parti d'Etienne Tshisekedi aujourd'hui. Vous avez le président au sommet des États. Oui. Pourquoi pas? Mais nous, les dirigeants, on sait qu'on vient de faire 2 ans, etc. Et que le président lui-même croit. Vous n'avez pas fait 2 ans, vous avez fait 4 ans. On a fait 4 ans. Bon, on peut prendre 4 ans par rapport à 32 ans, par rapport à 22 ans. On va vous inviter avant la fin de l'année pour que nous puissions essayer un peu d'analyser les bilans. Vous voyez comment je sais que l'UDPS, vous avez eu à faire pendant ces 4 ans parce que si vous étiez l'élève à l'école, je ne sais pas si vous pouvez avoir 3 sur 10 ou 5. Non, nous, on est à 7. On est à 7 sur 10. Merci. Mais pour eux, reste un défi. On va en parler, M. Norbert Mbamba. Merci à vous. Suivez la rediffusion de cette émission seulement aujourd'hui à minuit. C'est chaque jour. Rendez-vous du soir à partir de 18h. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, c'est avec Delphin. Vendredi, c'est avec un autre journaliste. Et restez fidèles à nos programmes, à la réalisation. M. Tati qui était là. Derrière la caméra, M. Andrika. Restez fidèles sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellencia, CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. Au revoir.